Et cette décision, vous l'avez prise seule? Oui. Mais il y a 2 mois, quand vous l'avez fait, vous le vouliez. Oui. Et pourquoi plus maintenant? Parce que je vis avec quelqu'un. Enfin, il a 42 ans, je peux pas l'expliquer dans une phrase. Mais je vais le quitter. Et vous avez quel âge? 39. Vous avez déjà eu des enfants? Oui, j'ai un fils de 16 ans. Du même partenaire? Non, j'étais mariée. Et vous êtes divorcée? Oui. On pourra faire ça la semaine prochaine. Vous savez, maintenant, l'intervention dure à peine 10 minutes. Vous serez chez vous le jour même. Oui. Oui, je sais. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, proche de Dieu. Ah, ton cul. C'est mon génie. J'ai attendu au café d'abord, j'ai bu, je sais pas. Quelle heure il est? 3h30. Pourquoi tu m'as pas dit simplement que c'était lui? Que c'était lui quoi? Pourquoi tu veux tellement que ce soit à cause de quelqu'un, Serge? Mais c'est pas moi qui veux, écoute. On quitte jamais personne pour personne, c'est... Tu crois? Bon, de toute façon... J'étais un perdant, je l'ai toujours su. Pourtant, tu croyais en moi. C'est moi qui croyais pas en moi. Quand j'ai quitté pour dessiner à mon compte, tout ce qui allait arriver, ça, j'aurais pu te le dessiner. Alors pourquoi t'as quitté? C'est toi qui me demandes ça. Mais Marie, tu te rends pas compte comment il faut être avec toi? Non? Alors on se jette. Moi, je voulais devenir quelqu'un. Quelque chose. Un arbre. Mais moi, je m'en fous d'être n'importe qui. C'est pas vrai, tu t'en fous pas. Ah, au fond, tu m'as jamais aimé. C'est normal. Tu te trompes. Je t'ai aimé. Ah, c'est encore mieux.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission de Nécrophile de Canal B qui cherche encore une fois à vous communiquer sa joie de vivre avec le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Une émission consacrée à la France aujourd'hui, où nous parlerons notamment du 13 novembre, histoire de rentrer un peu comme ça avec des cotillons. Puis de sauter à l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray, d'ailleurs je crois chez Pathé, d'une histoire simple avec Romy Schneider, des extraits qu'on vient d'entendre donc notamment. Et puis on terminera avec une autre sortie DVD Blu-ray chez Carlotta, d'un coffret Simili Collector, le numéro 1 d'une nouvelle collection de Carlotta, donc ce coup-ci sur Pierre Rissian, donc avec l'un de ses longs métrages, et puis les bonus qui vont avec. On va garder ça pour la fin d'émission, si Antonin est d'accord bien évidemment, puisque c'est son émission. Je donne mon approbation totale. Très bien. Et on va démarrer tout de suite du coup avec ce film, ce documentaire sur le 13 novembre, Fluctuat nec mergitur 13 novembre, qui est disponible sur Netflix. Pourquoi parler de cet objet pourquoi moi j'ai été voir en tout cas cet objet, c'est parce que c'est un film des frères Naudet, Jules et Gédéon, qui m'intéressaient beaucoup et qui sont connus aujourd'hui pour avoir réalisé un premier documentaire il y a une quinzaine d'années, 9/11, sur le 11 novembre, le 11 septembre, le 13 novembre, le 11 septembre. Il faut qu'on arrête avec de catégoriser les tragédies par des dates peut-être, parce qu'on va se confondre un peu les pinceaux après. Ce film qui était assez particulier, ce documentaire donc du 11 septembre, qui était très particulier même d'ailleurs, puisque à l'époque les deux frères Naudet, qui sont des Français mais qui vivent aux États-Unis, étaient en train de tourner un documentaire sur un pompier d'une caserne de New York, et depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois d'ailleurs je crois, il ne se passait rien à New York, il n'y avait pas le moindre incendie. Ils se demandaient vraiment si quand il y en avait, c'était le moment où ils filmaient pas. C'est ça. Donc ils se demandaient vraiment s'ils allaient réussir à avoir un film, et puis est arrivé le 11 novembre et ils se sont retrouvés avec leurs deux caméras au cœur, dans les tours même d'ailleurs, ce qui en fait un objet absolument exceptionnel, puisque pour tous ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, et il y en a peut-être, il faut savoir que les gens n'avaient pas des téléphones qui filmaient à tour de bras et d'épaule à l'époque. Donc du coup les images à l'intérieur des tours du 11 septembre, il y avait celle des frères Naudet et c'est tout en fait. Ce qui en a fait vraiment un document exceptionnel, et eux, leur travail sur le film a été tout aussi exceptionnel. Ça a été un working progress pendant très longtemps. Moi j'ai vu que la version qui est sortie en DVD, qui est déjà quand même assez fascinante, même si elle a recours à certaines lourdeurs encore une fois, mais ils font preuve d'une pudeur dans le film sur le 11 septembre qui était assez exceptionnelle. Ils s'étaient mis en tête par exemple de ne jamais montrer de corps, de ne pas sombrer dans la vulgarité, de montrer non pas la violence, parce que la violence est omniprésente dans le film, mais la représentation de cette violence par des cadavres ou de la charcuterie grosso modo quoi. Ouais. Et ça fonctionnait très bien, et le film surtout est un objet historique finalement aujourd'hui. Ça reste un objet qui parle d'un gros morceau de l'histoire occidentale. Évidemment, quand je parle de tout ça, de tragédie, on reste dans un domaine occidental, vous m'aurez bien entendu compris. Ce qui moi m'intéressait beaucoup, c'est de me dire voilà, le 13 novembre pour le coup 2015, c'était ça a beaucoup évolué, mais depuis il y a eu d'autres documentaires bien évidemment, mais de la part des frères Naudet, donc qui utilisaient leurs propres images, qui étaient exceptionnelles parce que uniques à propos du 11 septembre, là de faire un documentaire sur le 13 novembre alors même que c'est l'opposé, il y a des images à tire-larigot. Ils pourraient raconter exactement la même histoire, le film dure 3 heures, ça revient sur vraiment tous les incidents de la soirée. Ils auraient pu faire raconter la même histoire, mais en utilisant je pense uniquement des images justement qui ont été tournées pendant cette soirée. D'ailleurs le peu d'images d'archives qu'on voit dans leur film Fluctuat nec mergitur, à chaque fois il y a des gens avec leur téléphone, même si on nous parle constamment de ces gens qui sont allés aider les blessés, n'importe quoi, on voit toujours des gens dont le réflexe est de sortir un téléphone et de filmer la scène, de prendre soit témoignage, soit par effet de voyeurisme ou n'importe quoi, mais en tout cas c'est constant. Et donc ils n'ont pas utilisé ces images, alors peut-être pour plein d'autres raisons, mais eux, leur intention, visiblement, était vraiment de laisser la parole aux survivants. Alors, je ne m'attendais pas non plus à voir un Shoah du 13 novembre, un objet radical, et c'est pas du tout le cas d'ailleurs, mais par contre, ils se sont un maximum ou un minimum, en tout cas, tenus à cette envie de laisser vraiment la parole aux survivants, et que ça soit ça qui prime sur ce documentaire. On n'a pas affaire à de la géographie, on n'a pas affaire à une enquête non plus sur ce qui s'est passé ce soir-là, mais vraiment à du témoignage de gens qui s'en sont sortis. Et là-dessus, ça fonctionne extrêmement bien. Ça, évidemment, c'est émouvant. On peut considérer même ça comme larmoyant, mais je pense pas qu'on
qu'on puisse passer en parlant d'un sujet pareil à côté de gens qui perdent un peu leur sang-froid quand ils évoquent ce qui s'est passé ce soir-là, c'est pas possible. Et évidemment, c'est dramatique. Oui, donc c'est évidemment, émouvant, on en passe par ça. L'autre truc que j'aurais pu leur reprocher, mais je suis pas convaincu non plus que ça soit honnête de ma part de leur reprocher ça, c'est non pas la dramatisation, mais en tout cas d'avoir gardé un effet entre guillemets de suspense dans le film. Le fait que ça soit non pas entraînant, mais en tout cas prenant. C'est-à-dire que le film dure 3 heures, on suit l'évolution de la soirée, et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait de démarche pour me renseigner plus en avant sur ce qui s'était exactement passé, par exemple, je ne connaissais pas ce qui s'était passé pendant la prise d'otage ou comment s'était terminée la soirée au Bataclan et l'assaut. Et c'est vrai que la façon dont c'est mené dans le film, il y a un vrai suspense qui s'installe. Alors peut-être justement parce que je ne connaissais pas et que pour ceux qui connaissent l'histoire, il n'y avait pas du tout d'effet de suspense dans le film ou quoi que ce soit, hein. Mais en tout cas ça a fonctionné pour ça, enfin ça a fonctionné, c'est terrible à dire pour justement une sorte de documentaire comme ça qui se veut pudique et tout ça machin, mais il y a un effet dramatique extrêmement efficace dans le film en fait. Ouais, je pense moi j'avais commencé à le regarder sur Netflix, et puis après une fois que tu m'avais dit bah tiens moi j'aimerais bien parler de ce truc là, finalement j'ai continué le visionnage, alors même que le début du film, de cette série documentaire, je dis bon ouais, j'arrête, ça m'intéresse pas, ça va pas être intéressant, à la limite c'est horrible à dire, mais c'est du fait divers qui est tellement sensationnel que de toute façon la charge spectaculaire qu'il y a dans le fait divers lui-même suffit pour faire le film, mais bon ça sert à rien d'en renchérir là-dessus. Et moi j'avais l'impression qu'au tout début du truc de la série qui commence donc au Stade de France, je disais bon bah ouais voilà ça m'intéresse pas trop, il y avait une présence de musique un peu massive. Moi je trouve que comme tu l'as dit, le film l'emporte la mise par la parole en fait par la parole des survivants, et surtout justement sur les 2 derniers épisodes si je me rappelle bien, qui se passent au Bataclan et qui a un dispositif assez non pas particulier mais qui est extrêmement opérant, moi je trouve, entre justement alterner la parole de ces survivants et par rapport à une vision, non pas une mise en scène de suspense, moi j'ai pas ressenti ça, mais presque une vision presque mathématique des choses. Chose qui m'a presque gêné par moment, c'est-à-dire il y a l'inscription plein cadre du time code exact de la soirée, ces sortes de graphiques qui indiquent par des petits points lumineux qui se trouvait où dans tel endroit, qui paraissent être presque une mise en scène propre aux jeux vidéo. Je le dis, c'est pour le dire vite quoi en gros. Mais il y a quelque chose d'un peu presque clinique en fait dans la démonstration de voilà comment c'est passé A plus clinique, B, mais en même temps pas assez clinique jeu vidéo quoi, c'est-à-dire clinique un peu à la Hollywood quoi. Enfin il y a un truc, on vous met les pas faits froid, c'est pas ce que je veux dire, mais... avec un gros renfort de trucs, boum. À la limite pris indépendamment. Ce truc-là est gênant. Ce qui est génial dans le film, en fait, c'est la parole qui est recueillie, en fait. Et la parole qui est recueillie, effectivement, il ne pouvait peut-être probablement y avoir que ces 2 types-là, ou probablement d'autres, mais qui auraient eux-mêmes connu le même style d'expérience en fait, parce que si les intervenants qui sont au nombre de 6-7 hein, il me semble, qui sont un peu plus, des personnes qui étaient dans le Bataclan pour la dernière partie, pour les otages qui leur racontent leurs sentiments, les différents stades émotionnels et presque existentiels hein, ils ont pu avoir au cours de leur parce qu'on a c'est quand même des gens qui étaient face à la mort hein, de toute façon. Étaient face à la mort, forcément leur parole s'est livrée beaucoup plus quand ils savaient que leur interlocuteur savait exactement de quoi il parlait quoi, de cette sorte d'absence d'eux-mêmes, de ce recours à soit l'individualisme le plus forcené, soit un coup d'une abnégation totale de genre d'acceptation de la mort qui fait que d'un coup on devient une sorte d'un héros sur un instant. On sent qu'il y a une parole qui est là complètement tarée, et en fait le fait que ça alterne ces propos-là avec cette mise en scène clinique, jeu vidéo un peu, enfin pour le dire vite, en fait ça renforce chacun des côtés quoi. J'ai l'impression que cette parole-là en ressort encore plus grandie parce qu'elle est profondément, on sent qu'il y a un truc profondément de façon très complexe humain là-dedans, de quelque chose de cette vie là qui va partir, de qu'est-ce qu'il y a
à part moi, de ces personnes qui veulent, qui vont peut-être se sacrifier, peut-être, qui tiennent à leur vie, qui pensent à leurs proches alors même que leur vie est en danger. Il y a un truc qui est très beau là-dedans, qui est à la fois horrible, et le film arrive à montrer un tableau absolument ignoble, et il va sur ce terrain qui est effectivement extrêmement glissant, de se dire, en même temps c'était ignoble, et ça a réveillé à quelque chose chez nous qui a été aussi très très beau. Et effectivement, voilà, il y a une nana qui l'a dit, oui, c'était un moment de grâce. Effectivement, c'est qu'un moment particulier, ça ne concerne que cette interlocutrice, cette personne-là, mais ça va dans toute cette complexité-là de ce rapport à un gros événement traumatisant où ta vie est en danger, et je trouve que ça donne toute la complexité que ça peut être de traverser ça. Et oui, je suis complètement d'accord, et juste pour terminer, c'est vrai que moi, les deux choses qui me sont restées du film, c'est justement cette présence de la parole et le fait que je pense que les frères Naudet justement on croyait vraiment très très fort à la puissance de cette parole et de ces entretiens filmés, puisque de voir là je me suis dit quand même de voir ces gens parler, ça avait une importance, c'était pas de la radio, c'était là l'image aussi avait vraiment son importance, et je pense qu'ils y croient profondément à ça, et que ça fonctionne énormément, parce que comme tu l'as dit, je pense qu'ils comprennent les gens qui sont en face d'eux, enfin l'interlocuteur et l'intervieweur se comprennent, et ça marche vraiment. Et encore une fois, je me suis dit que ces deux bonhommes là s'intéressaient quand même à une tragédie qui touchait, enfin là c'est une tragédie nationale quand même, on peut, voilà, c'est con à dire, mais c'est quand même ça, et que ça restait du coup un morceau d'image et de son qui allait parler vraiment de son époque et d'un moment précis, et qui allait finalement, je pense, avoir de l'importance même dans les années à venir, d'avoir un document comme ça. Mais je pense juste à travers le prisme de l'humain, parce qu'encore une fois, il y a aucune, tout comme pour 11 septembre en fait, il y a aucune, je crois que c'est dans une interview qu'il s'avait donnée où il disait le mot terroriste il est jamais prononcé dans le film. Ils vont s'intéresser qu'aux pompiers dans le film 11 septembre, quoi. Et justement au côté humain de ces pompiers, de la caractéristique des spécificités que c'était d'être pompier à New York avant le 11 septembre, et des spécificités que c'est d'être pompier à New York après le 11 septembre, au niveau purement humain, et d'un groupe de personnes donné de leur rapport à la mort, à la vie, et leur engagement, quoi. Donc le film Fluctuate, je vais réussir à le dire bien en entier une fois quand même pendant cette émission. Fluctuate, Nec Mergitur, des frères Naudet, 13 novembre, donc, qui est disponible sur Netflix. C'est du galop, je crois, comme nom. c'est la devise parisienne. Bon, bref, on va tout de suite passer à autre chose, et avant de parler de ce film extraordinaire qui est Une histoire simple de Claude Sautet, on va écouter un nouvel extrait encore du film, parce que ça fait beaucoup de bien d'écouter du Sautet, d'entendre du Sautet, toujours, des extraits choisis par Antonin, et là, pour bien se mettre en forme, une bonne lettre de rupture, et on se retrouve juste après. Ça va être funky. Serge, avant que tu partes, j'attendais cet enfant. Maintenant, je ne l'attends plus. Si je fais ça sans t'en parler, c'est parce que je ne savais pas comment te dire que toi aussi je t'attendais. Et que je ne t'attends plus. Demain, quand tu reviendras, je n'irai pas chez toi. Et je te demande de ne pas venir chez moi. Je te demande de ne pas m'appeler. Ce ne sont pas tes voyages tout le temps et pour rien qui t'ont éloigné de moi. Depuis longtemps, c'est justement quand nous sommes ensemble que tu me manques le plus. Je n'étais peut-être pas assez à toi, avec mon travail, mon fils, ma vie. Au début, tu disais tellement qu'on doit aimer les gens comme ils sont, et non comme ils doivent être. Je le croyais aussi. Mais tu n'y arrives pas. Et moi non plus, je n'y arrive pas. Maintenant, cet enfant était devenu comme un silence entre nous, Serge. Alors je me suis défaite de lui comme je me défais de toi. J'essaie de te l'écrire,
Essaye de le comprendre. C'était donc un extrait d'une histoire simple de Claude Sautet, à qui on avait déjà consacré 2 heures d'émission, hein, mais justement ce film-là, je crois, faisait partie des quelques films qu'on survolait ou qu'on mentionnait à peine, ce qui était peut-être une grave erreur. C'est vrai qu'on s'était dit à peu près la même chose, je pense, au moment où on préparait la spéciale Sautet, où on regardait tous ces films. Celui-ci paraissait peut-être moins important, moins bien, peut-être que les autres qu'il y avait autour. Alors faut savoir, donc c'est un film de 78 ou 79 qu'il fait juste après Mado, qui a été donc un film très compliqué. Déjà le scénario était très compliqué à faire aussi, et il a envie d'un peu de légèreté, il a envie de changer de génération, de parler aussi de gens plus jeunes. Mais Romy Schneider revient le voir pour lui dire: oui, mais tu m'avais promis il y a déjà 10 ans que pour mes 40 ans tu me ferais un film. Et il se tient à cette promesse. Il lui est écrit avec Dabadi, encore une fois, il récupère là toute son équipe, hein. Il est vraiment avec Bofti à la photo, avec des gens qu'il connaît bien, mais il va chercher quand même des acteurs neufs qu'il ne connaît pas, qui sont même beaucoup dans leur premier rôle dans ce film, pour essayer de rapporter un peu de fraîcheur. Mais voilà, il arrive quand même au bout à ce moment-là d'une technique, d'un savoir-faire qu'il va pas longtemps après d'ailleurs foutre en l'air, et Garçon sera le film de la rupture pas longtemps après, où vraiment il a dit non mais c'est bon, j'arrête les conneries. Mais le fait est que voilà, une histoire simple, et avec Garçon justement l'un des 2 films de ces films que Claude Sautet aime le moins, et moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi il aime moins ce film là que les autres, parce que ça montre une forme d'exigence du bonhomme qui est assez exceptionnelle. Pour revenir quand même rapidement avant ça sur ce dont ça parle, c'est le portrait d'une femme qui arrive donc aux 40 ans, qui va se faire avorter, qui va quitter l'homme avec qui elle vivait, et qui va décider, voilà, c'est un récit d'émancipation, un récit d'une femme qui va décider de reprendre le contrôle total de sa vie, quoi, à la Bergman. Vraiment, c'est là que ça fait penser beaucoup à du Bergman, et en même temps ça m'a aussi beaucoup fait penser à du Cassavetes, mais en mieux. J'ai l'impression que non mais c'est vrai, j'ai eu l'impression vraiment, quel compliment. Non mais c'est vrai, ouais, mais complètement. C'est-à-dire que clairement Romy Schneider c'était la Gina Rollins de Sautet, et là il lui a offert un rôle, même si c'est pas le rôle que elle souhaitait, parce qu'elle voulait un premier rôle, elle voulait pas le partager visiblement, quoi. Et Sautet du coup là n'a pas assuré sa promesse, puisque clairement elle partage le film avec beaucoup de personnages, sans en faire un film de groupe comme Vincent François Paul et les autres. Et ce que dit d'ailleurs Bamberg, je crois, dans un des bonus, dans le bonus du DVD, c'est qu'en effet, même si on a plein de personnages, même si ça peut ressembler à un film choral, le fait est que ça traite pas d'un groupe quand même. Ça traite de plusieurs personnages, mais pas d'un groupe. C'est la grosse différence avec Vincent François Paul et les autres, ce qui n'en fait pas une version féminine du film, ce qui a pu être dit même au moment de sa sortie par des gens qui ne l'aimaient pas, comme au Cahier du cinéma. Le fait est que voilà, il y a plein de personnages, et que Schneider n'est pas la seule, même si elle est absolument extraordinaire, mais tous les autres sont extraordinaires. On a entendu Claude Brasseur tout à l'heure dans l'émission. Moi je suis à chaque fois sur le cul de voir Brasseur dans ce film, qui est pas un acteur qui m'ait jamais touché ou quoi que ce soit, mais là-dedans il est absolument exceptionnel, et voilà, comme tous les autres. Pourquoi Sautet il aimait pas ce film? Il y avait plusieurs raisons. C'est que la première, son gros travail, on l'avait déjà dit dans l'émission, c'est évidemment d'effacer justement les images du travail, et que le spectateur ne se rende absolument pas compte du travail de mise en scène qu'il y a derrière. Effacer toute trace de virtuosité. C'est ça. Que ce soit en termes de mise en scène et de scénario, quoi. C'est voilà, extrêmement complexe en termes de mise en scène, en termes de scénario. Sautet, toujours, c'est hallucinant quand tu regardes le truc. C'est d'une précision ça ne se voit pas. exceptionnelle. Il faut vraiment. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, lui, il déteste. Pour lui, c'était très simple de montrer la virtuosité. C'était de faire des travelling, des plans séquences, des machins. C'est très simple. Ce qui était très compliqué, c'était que le spectateur ne se rende pas compte. Donc c'était ça son gros travail. Et lui, il avait l'impression que dans celui-ci, on sentait trop le travail. À la fois un travail technique, et à la fois un travail d'écriture aussi, et que les idées même proposées et racontées dans le scénario ressemblaient trop justement à des idées posées sur le papier. Évidemment, ce que lui aussi refusait. C'était pas uniquement un travail technique de caméra, mais aussi un travail d'écriture qu'il voulait vraiment effacer. Il fallait que tout semble naturel. Et lui il disait, donc c'est encore une fois dans le gros livre de N.T. Bean qu'on trouve ces informations-là,
que ce film manquait de jeu en fait, et je pense, et il veut absolument pas dire que les acteurs sont pas bons ou qu'ils sont pas naturels, hein, parce que c'est pas le cas, mais je pense que ça manque de mystère, parce que il comparait ça justement à Un cœur en hiver, notamment le final d'une histoire simple qui pour lui était trop simple. C'est l'un de ses finaux les plus optimistes finalement, mais pour lui c'était en fait, c'est plus conceptuel, enfin je pense. Il y avait quelque chose peut-être de trop évident. Oui, une résolution. Et la résolution était là en fait. Et il comparait ça à Un cœur en hiver. Il expliquait que le fait, je vais faire un spoiler, mais je suis un peu obligé. Donc pour tous les gens qui n'ont pas vu une histoire simple, arrêtez pendant 30 secondes, allez dans votre cuisine. Mais le fait de terminer justement par le fait qu'elle soit à nouveau enceinte et qu'il y ait du coup une résolution par la grossesse était pour lui beaucoup moins intéressant qu'une rédemption par l'euthanasie, comme on peut la voir dans Un cœur en hiver, où là pour le coup il y avait de quoi se mettre sous là-dedans en fait. Et c'est vrai qu'Un cœur en hiver, c'est pour moi son plus grand chef-d'œuvre. C'est-à-dire que ça reste un film qui est absolument mystérieux et qui est en même temps d'une précision vraiment fulgurante, mais vraiment il y a pas un poil de cul et en même temps Un cœur en hiver garde un mystère total à chaque fois que je le vois quoi. Et c'est là qu'il atteint le plus, enfin pareil, il dépasse Bergman dans je pense Un cœur en hiver, mais je suis très sans aucune mauvaise foi quand je dis ça, et pourtant j'adore Bergman, mais Un cœur en hiver c'est au-dessus de tout. Et en tout cas ça m'intéresse de voir que voilà, une histoire simple, en le revoyant tu te dis putain mais c'est exceptionnel. C'est vrai que je me dis que moi les scènes les unes, si on les prend séparément, chaque scène est une leçon de mise en scène absolue, où tout est parfait. C'est vrai que quand tu prends l'ensemble, moi j'ai tendance à voir justement peut-être un cahier des charges de la condition de la femme. On est en 79, voilà ce qui s'est passé dans les années auparavant. La loi Veil a été votée il y a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, et de voir vraiment un état des lieux avec la condition de la femme qui va se faire taper dessus, la femme face à son travail, la femme machin. Et j'ai l'impression de voir un peu un cahier des charges dans l'ensemble du film, ce qui ne gâche rien au plaisir que j'ai, parce que ça reste un très grand raconteur d'histoire aussi, Sautet, mais qui comparé à ces autres films me paraît moins abouti, ce qui n'empêche encore une fois pas l'émotion à aucun moment, parce que c'est ça aussi le plus important quand même dans les films de Sautet, c'est qu'il y a toujours 2-3 moments dans le film où tu chiales. Tu chiales. Ouais. Tu chiales parce qu'en plus tu sais même pas pourquoi des fois, parce qu'à la limite tu passes la scène comme ça, tu chiales parce que aussi elle a été préparée, elle a été amenée, les personnages ont été installés, les logiques émotionnelles, narratives et tout ça ont été mis en place, elles étaient invisibles, et ça va t'amener à un moment où voilà, où t'as un petit dialogue qui va durer 30 secondes ou qui va être déchirant, parce que c'est une sorte de résolution ou de relance d'une certaine ligne dramatique, d'un arc narratif où c'est assez dingue. Parce que là ça n'arrête jamais, hein. C'est vrai que chaque scène relance quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a finalement beaucoup d'action dans le film. Oui, bah de toute façon t'es dans un truc, c'est pas choral, parce que c'est vrai qu'on est quand même centré sur elle est présente, elle a un point de vue. Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est assez moi pareil que toi, je partageais avec ce truc en me disant une histoire simple, je l'avais vu, je l'avais aimé, en me disant voilà, c'est assez en dessous que les autres, et puis là tu perds de vue un peu de Sautet, ça fait 1 an que tu n'as pas regardé un de ces films, là tu te prends celui-là dans la tronche carrément quoi. Bah voilà, tu regardes ça, tu dis bah là c'est hallucinant, surtout quand tu t'es maté différents films français ou d'origines diverses qui sont juste mauvais, et là tu as un film raté d'un grand metteur en scène, tu dis bah oui, c'est un immense film. Mais par contre c'est vrai que c'est intéressant. Moi je sais que je mets Garçon et Une histoire simple un peu dans le même panier. C'est vraiment des deux trucs de la transition où après dans les années 80-90 il va vraiment amorcer, comme tu l'as dit, un changement où il va changer de tête, il va changer d'équipe, il va un peu changer son... Il va prendre des risques. Là ça manque peut-être de risques en fait. C'était ça. Je pense qu'il y a de ça. Aussi, je pense qu'il est arrivé à un bout d'un système où Vincent prend François pas les autres, Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs et tout ça. Ce système fonctionnera encore juste après avec Le Mauvais Fils quand même. Le Mauvais Fils c'est pas pareil encore. Hein. Fils c'est pas. Mais il garde la même équipe. Il garde la même équipe, mais par contre un Mauvais Fils il y a déjà un changement. On est centré sur un personnage. Il y a quand même un côté beaucoup plus âpre dans. Et il parle déjà d'une génération plus jeune aussi. Il est déjà dans un truc qui est pas du tout dans le côté où on en parlait dans l'émission Sautet, où Vincent François pas les autres par exemple, c'est le parangon du film de potes, le film où il fait bon vivre. En fait quand tu regardes le film, non c'est plutôt assez dégueulasse ce qui s'y passe. Mais par contre il y a la forme Sautet, comme dans Les choses de la vie, qui est un film qui est supposé qui est la film raconte un type qui est en train de mourir, mais ça donne c'est quand même l'histoire d'un mec qui est en train de mourir, et finalement c'est quand même assez tragique. Mais il y a un côté Sautet première période qui est
vraiment, enfin deuxième période, parce qu'avant il y a les films noirs, mais la deuxième période de Sautet, qui est vraiment ses plus gros succès, c'est vraiment des films qui ont une ampleur, qui sont absolument séduisants de bout en bout. Faut pas oublier que le film est très populaire, hein. Une histoire simple, c'est un César pour Romy Schneider, il va aux Oscars, c'est vraiment et beaucoup d'entrées en France, voilà. Mais il a tout pour lui, j'ai envie de dire, à ce moment-là, et c'est vrai qu'on en ressent même 30 ans après, ou 40, je sais plus, 30 ans, non 40 ans 40 ans après, presque mon âge, c'est ça. Oui, c'est vrai que le film a presque mon âge. Et c'est vrai qu'on sent cette marque du temps. Et ça, c'est aussi un truc sur lequel on était revenu dans l'émission de Sautet, c'est que Sautet, c'est incroyable à quel point c'est un témoignage de son temps, parce qu'à chaque fois il a abordé des trucs, des phénomènes économiques, sociologiques des sociétés de la période dans laquelle il était, l'urbanisation massive, la construction des HLM, mais plein de trucs comme ça, mais c'est toujours en filigrane à travers un personnage, une de ses activités, un personnage qui va être promoteur immobilier, qui va être en but avec les intérêts capitalistiques qui sont en train de se regrouper. Enfin, il y a toujours dans les Sautets un témoignage de ce que la société française est en train de devenir. Mais c'est toujours en second plan, mais de façon, et ça ressort avec une force incroyable, hein. Là on voit les films, on se dit putain c'est incroyable ce qui s'est passé dans ces années-là. Là, dans une histoire simple, c'est vraiment au premier plan, et c'est pour ça que je voulais dire, quand il y a un côté presque conceptuel, le fait qu'il y ait cette ouverture dans cet entretien avec la gynécologue, et qui se ferme avec un autre entretien, mais avec un débouché tout autre à la fin. C'est presque un côté conceptuel qui renferme le film dans une pure illustration d'un fait de société. Si on rajoute à ça en plus le différent cœur féminin avec les différents personnages de femmes qui incarnent presque chacune une voix différente, que ce soit la féministe, que ce soit la nana féministe aussi, mais qui dit que plutôt que se marier, elle préfère se prostituer. Mais toutes les scènes en elles-mêmes, comme tu as dit, elles fonctionnent. Mais c'est vrai que dans l'illustration de ce truc-là, tu te dis, quand c'est sorti dans ces années-là, effectivement, c'était un film qui était à l'heure quelque part. Il a beaucoup travaillé exactement de ce moment précis, de toutes les résultantes de lutte, et on était un peu au cœur de ça, pas au cœur non plus, mais parce que quand même dans la fin des années 70, ça a déjà un peu avant, mais la loi Veil vient d'être votée. On est quand même dans un truc fait de société total. J'imagine très bien passer ce genre de film dans un circuit art et essai. Maintenant, ce genre de film passerait dans un circuit art et essai, alors qu'avant, ce genre de film, c'était le circuit commercial. Maintenant, il ferait un carton dans les films, dans les circuits art et essai, parce que de toute façon, le sujet de société, il est là, il est mis en avant. Il est carrément mis en avant. Mais lui, après, son gros travail, ça a été d'éviter que ça passe pour un tract aussi. Bien sûr, mais de toute façon, oui, c'est ce qui marche dans le film, parce ce à quoi il carbure, c'est quand même une logique émotionnelle et de justesse émotionnelle et de justesse tout court, quoi, et c'est en ça qu'il tient la route complètement. Et à ce niveau-là, il y a une scène dont je voudrais parler qui pour moi représente vachement aussi son travail de mise en scène et comment il fait vivre chacun des personnages. C'est une scène toute con entre deux personnages complètement secondaires. C'est donc le personnage de Anna, c'est une copine de Romy Schneider, qui avec Romy Schneider doit aller chercher ses gamins à l'école. Et devant l'école, il y a son ex-mari qui est là, quoi. Donc t'as Romy Schneider qui va chercher les enfants à sa place et l'ex-mari va voir Anna. Il commence à lui parler et le type est assez agaçant. On sent très bien qu'il a envie de se rabibocher avec elle. Il en fait des caisses. Il fait des efforts pour pas paraître mal à l'aise, pour avoir l'air cool, et elle lui fait clairement comprendre qu'elle a pas envie de lui parler, quoi. Donc il s'en va tranquillement en essayant de garder cet air cool. Et puis on voit, voilà, la caméra le suit, on a un seul plan, on le suit en train de se barrer sur l'autre trottoir, quoi. Et normalement dans un film normal, ça coupe ici la caméra. Et là la caméra continue de tourner, on continue de filmer. Donc le type continue de marcher sur le trottoir, il est de dos, il est loin, et on le voit fébrilement en train de s'allumer une clope. Et s'arrêter et se retourner, et là il voit monter ses gamins dans la voiture, quoi. Et ce plan est super émouvant, et c'est tout con, et c'est un personnage qu'on reverra pas, qui voilà, mais d'un coup paf, en un plan, en 30 secondes, il t'a fait vivre un personnage, il t'a raconté une histoire qui est complètement folle, je trouve, quoi. Mais ça c'est le côté très renoirien de Sautet, c'est-à-dire la fameuse phrase de Renoir qui disait, chacun a ses raisons. Chez Sautet tu trouveras jamais un personnage qui soit
qui ne soit pas ambivalent ou qui n'ait pas le droit, qui ne soit qu'un ingrédient pour un scénario, en fait, qui n'ait pas son existence propre et ses doutes, son côté bien, son côté mal, voilà, et qui n'est pas vraiment, qui ne soit pas un être humain dans toute sa complexité, qui ne soit pas juste un rouage pour un scénario. Un bad guy chez Sautet, ça n'existe pas. Même dans les films où il y a des bad guys de grands promoteurs, les bonhommes vont être émouvants à un moment. Et c'est vrai que ce truc-là est intéressant aussi dans le sens où Sautet, c'est des films de bonhommes majoritairement. Il y a ce truc-là. Il a filmé des mecs en perdition complètement. C'est son sujet de prédilection. Quand même, il a souvent été catalogué comme le bonhomme, voilà, qui faisait des films de bonhomme un peu bourgeois ou je sais pas quoi. Là, on voit bien, et là, ça met particulièrement en évidence que le côté incroyable qu'il a, enfin le talent qu'il a pour filmer les femmes aussi, où là, elles sont au premier plan. Parce qu'il les traite comme des personnages, c'est tout con. Il traite comme des personnages, et puis en plus, là, pour le coup, elles sont vraiment moteurs de l'action. C'est vrai que dans ses précédents films, tu voyais bien que c'était des périphéries des personnages masculins qui étaient plutôt centrales. Oui, mais parce que c'était même souvent dans elle ces qui avait la poigne aussi, parce que tu regardes même dès les choses de la vie, le personnage qui est sûr d'elle et qui est costaud, c'est l'ex-femme de ouais, Michel bien Piccoli, sûr, mais quoi. c'est un personnage secondaire. C'est un personnage secondaire, ouais, oui. Et alors que là, voilà. Après, le là, type parle de ce qu'il connaît aussi, c'est vrai que bien voilà, sûr, il parle de ce qu'il connaît, mais on voit bien. C'était Piccoli ou Montand, ses alter ego, donc bah voilà, il l'utilisait. Et là, d'un coup, il a trouvé un autre alter ego, qui est Romy Schneider, qui est avec tous ses doutes aussi. Et du coup, il peut aussi, je pense, se projeter beaucoup dans ce personnage, même si c'est un personnage féminin, c'est pas grave. Il le traite comme un personnage avec les problèmes que voilà. Ouais, bien sûr. Et puis là en plus, enfin, les spécificités féminines sont hyper présentes chez elle, quoi. Voilà, il y a un truc il y a un rapport de genre chez Sautet qui est très marqué, hein. C'est pas un réalisateur transgenre ou je sais pas quoi, hein. Il y a vraiment, c'est très genré, hein, c'est clair. Et par contre, ouais, le rapport au genre féminin chez lui, il est d'une justesse hallucinant, quoi. Enfin, on voit bien. Et c'est marrant cette scène que tu racontes, moi pareil, qui m'a touché, parce que tu dis, ouais, là on est au cœur du sujet, quoi. C'est le divorce qui arrive et compagnie. Et le mec, clairement, on voit bien que c'est un gros relou. Mais Sautet va s'identifier à lui aussi, parce que lui-même se voit comme ça aussi, oui. Quoi. Et il y a un truc qui est hyper puissant. Ouais. Donc ça ressort chez Pathé, et puis on avait déjà sorti Garçon, si je me trompe pas, aussi. Et c'est marrant. C'est un truc que j'ai pas dit, ça. Pardon, je te coupe encore la parole parce que j'aime bien faire ça. Vas-y. Non, mais c'est ce qui m'a. Hein, vu ce qu'il reproche justement à ce film, c'est le fait que ça soit trop écrit, qu'on voit trop le message. Et ce qui est amusant, c'est de voir que Garçon, qui fait donc 3 ans ou 4 ans après, qui est l'autre film qu'il n'aime pas, pour le coup, le gros de son travail va se baser sur les chorégraphies, en fait. C'est-à-dire qu'il va justement essayer d'oublier un peu les messages, ce qu'il considérait comme de la lourdeur vraiment. Et Garçon, le gros du travail, c'est les chorégraphies des garçons de café justement dans les brasseries, quoi. Et il y a des plans séquences dans le Garçon qui sont complètement fous, qui tiennent presque de la comédie musicale. Et c'est après ça qu'il y aura vraiment, je pense, une grosse rupture. Mais voilà, il a tenté, je pense que justement avec ce film-là, il arrive au bout d'une vraie technique, d'une vraie maîtrise, en fait, qui est d'une efficacité redoutable, mais qui justement, lui déplaisait profondément. Il fallait qu'il prenne du risque. Et je pense que quand il dit que ce film manque de jeu, c'est aussi ça. Je pense, hein. Ça manque d'une prise de risque de sa part, en fait. Ouais, donc ça ressort chez Pathé. Après, t'avais peut-être un truc à dire non, j'ai rien avec un petit bonus du coup d'une interview notamment de Bromberg. Ouais, Bromberg, et puis l'autre actrice, malheureusement, j'ai oublié Anna, son nom, qui joue Anna, ouais, qui est un des personnages. Et moi, j'ai un bonus que je trouve vraiment très très bon, quoi. Et où Bromberg dit cette chose très juste, malgré ça doit être un bonhomme qui paraisse assez suffisant, que c'est toujours très dur de formuler du discours sur les films de Sautet, parce que t'as l'impression que tout est là déjà dans le film, mais que c'est très dur en fait d'analyser les films de Sautet ou de développer des théories sur les films de Sautet. Ça ne s'y prête pas. Il y a comme une évidence, comme où tout est déjà, les films sont des morceaux de la vie même. On réussit à recréer la vie, quelque chose comme ça, où je trouvais ça plutôt. Je pense que les meilleures analyses que j'ai pu voir de films de Sautet, c'était de la part de musiciens, en fait. Et c'est vrai que les meilleures techniques de critique ou d'analyse pour un film de Sautet, c'est de prendre des outils pour la musique, en fait. C'est con, et comme pour Bergman, en fait. C'est vraiment ça. Les plus belles critiques que j'ai pu lire de Bergman, c'était celles qui comparaient ces films à la musique et qui analysaient, par exemple, telle scène comme un mouvement d'une musique de chambre ou d'une symphonie, en fait. Et je pense que
pour Sautet. Il y a un peu de ça aussi, pas que évidemment, sinon ça serait chiant et lourd et pompant et pompeux. Mais il y a quand même de ça. Les outils de critique de Sautet, je pense, sont différents que pour Michael Bay. Oui, bien sûr. Mais je conseille pour regarder, pour se rendre compte un peu de la maîtrise de ça. Il y a toujours un truc qui est rigolo, c'est de passer les films en avance rapide, donc sans le son, et pour voir à vitesse grand V, donc tous les mouvements de caméra et tout ça. Vous mettez ça dans une scène de brasserie dans un film de Sautet, on voit à quel point tout passe du collectif à l'individuel, comment les mouvements de caméra ou les cadres, les différentes échelles de cadres et tout ça changent. On les voit d'autant plus quand on le passe en avance rapide. Et là, on se rend compte du côté extrêmement millimétré où quand on regarde la scène comme ça, on a l'impression que ça coule. Voilà, c'est toujours impressionnant. Et qu'il n'y a rien, quoi. Mais là, la scène entre Brasseur et Romy Schneider dans la brasserie où on passe d'un collectif à ces deux-là qui vont parler et qui vont rompre. C'est hallucinant comment c'est fait, quoi. Moi, il m'a fallu, je sais que c'était pour Vincent après on arrête, Vincent François Paul et les autres, il m'avait fallu plusieurs visions avant de me rendre compte que un des gros morceaux du film, par exemple, c'était un super long plan séquence avec travelling, panoramique, zoom, tout le bordel, et en fait il m'a fallu plusieurs visions avant de m'en rendre compte parce que ça paraît tellement évident, naturel dans ce qu'il raconte que tu t'en... Et là c'est pareil, t'as constamment des plans, des effets de caméra, des changements d'optique. Évidemment, c'est fait pour que le spectateur ne s'en rende pas compte. Oui, mais qui en plus c'est pas de la virtuosité. Enfin, c'est pour servir le film. Hein, voilà. C'est virtuose, pour servir ce que ça raconte, mais au service du film. Donc tu t'en rends pas compte. On va écouter un dernier extrait d'une histoire simple, justement, une séquence terrible. On n'a pas parlé de Bruno Kremer, qui est exceptionnel aussi dans le film. On en parlait hors antenne, c'est quand même le mec où tu te dis, mais quand tu vois sa gueule en photo, tu te dis, mais ce mec-là, il est pas très joli. Puis en fait, quand tu le vois sur un écran, tu te dis, mais c'est quelle force magnétique, c'est hallucinant. Il est furieusement sexy. Ouais. On écoute un extrait entre Bruno Kremer et Romy Schneider et on se retrouve juste après pour parler de Rissian. Pas si mal. Pas si mal. Je vais oublier. Pas moi. Sauf au début. Je t'en ai tellement voulu. Moi aussi. J'ai fait le noir. Je t'ai oublié tant que j'ai pu. Moi aussi. Tu fais tout comme moi alors. Oh. Faut dire, la dernière année, elle n'a pas été marrante. Moi, je savais pas que c'était la dernière année. J'ai pas eu. Moi, je le savais. Parce que je suis devenue horrible. Mais tu sais, Georges, tu étais parti bien avant que je parte. Sans t'en rendre compte. C'était aussi l'année où j'ai pris ce nouveau travail. On me guettait. Alors, j'ai grossi. Je suis devenue jalouse de tout. Je me répétais ça sans arrêt. On partage plus rien, plus personne. Les idées, les envies, les amis, Martin. Martin vous partagez. Un soir, tu n'étais pas là. C'était longtemps avant. Tu devais avoir 4 ans. Tout d'un coup, il a eu une montée de fièvre. Je sais pas, 41. Il s'est mis à... Il étouffait. J'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras. Puis tu m'as jamais raconté. J'ai appelé Gabrielle. Elle m'a dit de le plonger dans un bain. Elle est venue avec Jérôme. C'était minuit. Ah, et c'était... Puis tu es rentré. Si tard. Si fatigué. Si étranger. Alors je t'ai rien dit. Dis donc, j'ai un peu faim. Encore? Oui, encore.
C'est donc un dernier extrait d'une histoire simple de Claude Sautet, sorti en DVD Blu-ray chez Pathé. Tout de suite, on parle d'une nouvelle sortie chez Carlotta, de film de Pierre Issien, 5 et la peau, accompagné de bonus et tout ça. Et je laisse Antonin, évidemment, en causer. Ouais, c'était Pierre Issien. Peu de monde connaît. On en a parlé. On avait consacré une émission à l'occasion de la sortie d'un bouquin d'entretien entre Samuel Bonenfeld, donc critique au Monde, et Pierre Issien. Pierre Issien, ce qu'on disait un peu lors de cette émission, c'est que, en tout cas pour mon rapport à moi, c'est que Pierre Issien, c'était le nom qui, quand tu commences à t'intéresser au cinéma et que tu commences à lire des bouquins de cinéma, des revues de cinéma, c'est le nom qui revient tout le temps. Pierre Issien, c'est grâce à Pierre Issien. Sauf que Pierre Issien, la particularité de ce bonhomme-là, c'est qu'à la limite, depuis les années 50 où il a commencé à bosser, il fut notamment l'assistant de Godard sur À bout de souffle, il a jamais eu vraiment de poste ou de titre, même en tant que cinéaste, on ne voyait pas les films, mais c'était l'homme de l'ombre en fait, l'homme de l'ombre du cinéma mondial, parce que c'est à lui qu'on doit entre autres la reconnaissance de Clint Eastwood, qui a fait pression au Festival de Cannes pour que Pale Rider soit présenté à Cannes. C'est grâce à lui que le cinéma asiatique est revenu à Cannes quand il est reparti en Asie pour découvrir des gens comme King Hu. C'est grâce à lui que les cinéastes de la liste noire à Hollywood ont pu recommencer à travailler aussi, parce qu'il a mis en lumière les qualités de leur travail à Hollywood. Voilà, il a fait des tas de choses comme ça, un vrai travail de cinéphile. Là, par exemple, la semaine dernière, on parlait de Milos Forman. C'est grâce à lui que Teki Goff a pu avoir le prix spécial ex aequo parce qu'il a fait pression au jury. Là, on parlait de Claude Sautet. C'est lui qui, quand Romy Schneider lui demandait quel film il devait choisir, Les choses de la vie ou un film de François Reichenbach, lui disait Claude Sautet, moi j'ai vu L'arme à gauche. C'est clair et net que c'est L'arme à gauche. Non, c'est plutôt l'autre. Classe Touriste. J'ai vu Classe Touriste. Ce bonhomme-là, c'est évident que ça va être un génie total. Il avait un œil, ce que tout le monde dit. Il avait un œil. Ouais, et donc voilà, c'est un peu l'œil. C'est assez hallucinant. C'est que ce bonhomme-là, qui était donc le seul personne à qui Clint Eastwood montrait ses films quand ils n'étaient pas finis pour avoir éventuellement ses conseils. Tarantino fait de même. C'est extrêmement large le spectre qu'il couvre dans l'histoire du cinéma en tant que dans la chronologie et en termes de qualité, de différents types de cinéastes, de Tarantino à Lino Broca, le cinéaste philippin, il y a quand même un monde, et c'est un bonhomme de confiance, mais qui a navigué dans les coulisses du cinéma mondial pendant 50 ans. Il est mort il y a un mois, juste avant le Festival de Cannes. Qu'aurait pu être qu'aurait dû et qui a été finalement un grand moment pour lui, parce que donc du coup c'était la ressortie de 5 et la peau, qui est un de ses longs métrages, et il me semble qu'il n'en a fait que 2, peut-être 3. Il a fait aussi des courts métrages, et c'était celui en tout cas dont il était le plus heureux et qui est ressorti. Donc c'est Carlotta qui ressortait ça et qui ressortait à Cannes à Film Classique. Donc là, Carlotta inaugure donc du coup une nouvelle édition, une nouvelle collection où il y a aussi le documentaire sur De Palma qui est hyper intéressant mais très pauvre formellement, mais sur lequel vous pouvez si vous aimez De Palma, regardez ça, c'est très très bien. Et une nouvelle collection avec des différents goodies, des bouquins, des cartes postales et compagnie. Ils annoncent notamment La vengeance de visage de Brando. Voilà. Moi, je pense que ça va être plutôt une belle collection. Bon, après ça dépend encore des films. Mais sur Issien, c'était d'autant plus intéressant, c'est que là, on en parlait d'ailleurs la précédente fois où on parlait de DVD, il me semblait que c'était pour Carlotta aussi, c'est que là, pour le coup, il y a un travail éditorial. En termes de création, des coffrets ultra collector. C'est ça. En termes de création, il y a un très beau bonus entre Nicolas Parisier, qui est un cinéaste français qui a beaucoup bossé avec Christian, où ils discutent entre les deux du film. C'est une production originale Carlotta. Mais sinon, ils ont réussi à voir ce film, moi, que j'essaye de voir depuis longtemps, qui est un vieux documentaire sur Rician, qui est Man of Cinema de Todd McCarthy, un réalisateur américain, qui date de 10 ans, du coup, plus de 10 ans, et qui est un documentaire sur Rician, où il y a un casting de fous furieux. On a Kiarostami, Tarantino, Eastwood, Assayas, qui parlent de leur rapport qui dressent une sorte de portrait en creux de Pierre Issien. Thierry Frémaux qui a des trucs plutôt intéressants à dire. Oui, carrément, et encore une fois, qui va dire, Pierre Issien, c'est le seul bonhomme qui se balade à Cannes et qui a pas de badge, quoi. Même les videurs le connaissent, mais le truc, c'est que Pierre Issien, il a pas de badge, il a peut-être un badge, mais c'est qu'il a aucune raison d'être accrédité. Il n'a aucun poste, en fait, ce bonhomme-là. Et c'est assez noble de ça. Ce qui est assez noble, c'est que ce bonhomme-là,
c'est pas qu'il est mort dans la pauvreté, c'est pas du tout ça. Mais il a, si jamais Martin Bouygues, Francis Bouygues n'avait pas fait appel à lui quand il avait voulu il avait des rêves de grandeur avec CB 2000, qu'il avait décidé de produire un studio de cinéma et qu'il s'était entouré des meilleurs et qu'il avait fait appel à Pierre Essian pour ça. Ils ont produit 3 palmes d'or à la suite, il me semble. C'était La leçon de piano, Secret et mensonge et un film de Kiarostami, il me semble. Et s'il n'avait pas eu ce job-là, finalement, il n'aurait pas eu de thune, ce bonhomme. Et alors qu'il a toujours été un interlocuteur privilégié et un lobbyiste, quasiment, pour plein de sélectionneurs de festivals. Donc là, pour le bonhomme, on vous renvoie sur les différents articles sur Pierre Essian et aussi sur l'émission qu'on avait consacrée au bonhomme, je sais plus c'était quand, peut-être il y a un an. Et là, on voit enfin son film, 5 et la peau. Alors c'est très étonnant parce que Pierre Essian, encore une fois, c'est une chose qu'on disait lors de notre émission, c'est quelqu'un qui vient de la cinéphilie du MacMahon, qui est une école de cinéphilie qui était à peu près au même moment que l'école du Cahier du cinéma et qui défendait un certain style de cinéma assez différent, même s'ils avaient toujours tous les deux la politique des auteurs, mais un cinéma un peu différent que celui de l'école Cahier du cinéma. Par exemple, Pierre Essian n'aime pas du tout Hitchcock. Et c'est assez... je pars de là pour parler de 5 et la peau, parce que c'est étonnant, et c'est aussi dit dans les bonus entre Nicolas Parisier et Pierre Essian, c'est que 5 et la peau est un film de quelqu'un qu'on peut apparenter à un critique de cinéma, en tout cas à un œil, quelqu'un qui a un regard pour voir la qualité d'un cinéaste, si quelqu'un est un cinéaste ou pas. Donc on peut dire que c'est un critique de cinéma, même s'il a assez peu écrit. C'est un premier film qui a très peu à voir avec les premiers films de cinéphiles. C'est-à-dire qu'en général, les premiers films de cinéphiles, c'est des films d'hommage, quoi. C'est des films qui ont toujours du mal à se départir des influences des grands cinéastes qu'ils ont aimés. Et là, Pierre Essian, des grands cinéastes qu'il a aimés, il y en a des caisses. Là, 5 et la peau, c'est un film, quand on voit un peu la galaxie des cinéastes qu'il a adoré, 5 et la peau ne leur ressemble pas du tout. Donc c'est une sorte d'errance qui va suivre un acteur, un personnage incarné par Féodor Atkin dans les rues de Manille. C'est une sorte d'errance existentielle très marquée formellement. C'est au niveau de la forme, on est vraiment proche d'une forme très poétique. Il y a que des sons, tous les dialogues sont en off. Tout ce qu'il y a de son in, c'est des sons de la ville de Manille. C'est un montage extrêmement cut. Il n'y a pas de narration à proprement parler, de dramaturgie en tout cas. C'est que du dialogue off, du dialogue à tonalité tantôt un peu existentielle, tantôt philosophique, tantôt purement descriptive, et c'est assez hallucinant de voir à quel point ça va s'opposer complètement au type de cinéma, par exemple, que défendait Pierre Essian, qui était plutôt quelqu'un qui défendait justement de la mise en scène et à travers des cinéastes qui étaient dans des histoires plutôt extrêmement bien construites, avec une mise en scène implacable, ou Fritz Lang en premier lieu. Mais il défendait des cinéastes comme Claude Sautet, grosso modo, justement, dont on parlait, quoi. Voilà, il y a un peu de ça, des Lozay, Sautet, Lang, Preminger, mais en tout cas des gens qui avaient une dramaturgie extrêmement forte, où l'histoire de toute façon allait d'un point A à un point Z, et la mise en scène arrivait à installer une sorte de fébrilité là-dedans. Et en fait, c'est assez dingue en termes de scénario, en termes d'écriture, à quel point 5 et la peau diffère de ça. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on ressent, parce que Pierre Essian, ce qui est hallucinant quand on voit pas mal d'interviews de lui de passer de temps en temps, c'est pas quelqu'un qui est très expansif quand il parle de mise en scène. C'est même assez mystérieux ce qu'il voit là-dedans, quand il veut parler de la qualité des cinéastes qu'il a envie de défendre. Finalement, il va souvent se borner à dire, voilà, là, ce plan-là, quand on voit ce plan-là, il y a une fébrilité, il y a la complexité, il y a tout là-dedans. Finalement, il arrive. Pour moi, j'ai l'impression, de ce que je connais de Pierre Essian quand je vois ses interviews, j'ai l'impression que ça ne développe pas grand-chose. Mais par contre, on sent que justement, il y a toujours l'œil pour voir cette chose-là. Dans 5 et la peau, le rapport que j'ai eu avec ce film-là, que j'ai trouvé assez dingue, c'est que s'il doit y avoir une suite une continuité entre le Rissian cinéphile et le Rissian cinéaste, c'est qu'effectivement, dans cet empilement de plans, cette succession de plans, à savoir que le film est très cut, tous les plans sont assez courts, et des fois il n'y a pas de continuité, c'est toujours du montage au couteau quelque part. Dans chaque plan,
il y a ça en fait, il y a cette sorte de fébrilité, de cette sorte c'est des cadres qui sont vraiment parfaits, qui sont tous porteurs d'une sorte d'énergie extrêmement bouillonnante. Savoir que c'est un film qui a une forte tonalité sexuelle, c'est un autoportrait plus ou moins pas d'un touriste sexuel, c'est pas du tout ça, mais de quelqu'un qui est en déshérence existentielle dans un pays étranger et qui, pour rechercher son soi, collectionne un peu les filles, et là en l'occurrence c'est un peu les filles asiatiques, philippines, et qui, à travers toutes ces rencontres-là, il y a une sorte de dialectique là entre le regard qui est à la fois c'est un regard hyper anthropologique, réaliste, tout ce qu'on veut. Il y a le manie, on la ressent à fond, et il y a un regard aussi complètement fantasmé par rapport aux filles avec qui il a des aventures d'un jour ou de Est-ce que ça ressemble pas trop à de Marguerite Duras, quoi. Mais en fait, si on devait rapprocher ça, on pourrait. Moi, je connais pas trop le cinéma de Marguerite Duras, mais ce qui est sûr, c'est que c'est typiquement quand on voit quelques images de ce film-là, on se dit, on est directement dans le registre du cinéma d'auteur chiant. En fait, non mais d'auteur chiant dans le sens où c'est littéraire, mais parce que de toute façon le film est extrêmement littéraire, il y a une langue extrêmement littéraire, on est vraiment proche du registre poétique, mais le truc c'est que le film ne fait que de dialectiser tout ça, quoi. C'est qu'il va te coller une langue extrêmement poétique ou philosophique sur des images extrêmement vulgaires des fois. Il est toujours surprenant dans son montage. On va passer d'une scène qui est presque un pur regard fantasmé à plutôt une scène plutôt hyper réaliste dans son registre des fois le plus craspec. C'est vraiment pour moi ça marche à plein. Je pense que si vous avez l'occasion de le voir en salle, parce que le film sort en même temps en salle, c'est un film qui est à priorité à voir en salle parce que c'est un vrai voyage. Je pense que c'est vraiment bien incarné dans le regard de Féodor Atkin, qui joue un peu le double de Rissian, mais qui a un regard à la fois hyper intense, où quand il te regarde, tu te dis mais il te regarde vraiment, et à la fois on dirait qu'il regarde à l'intérieur de lui-même quand il te regarde, et je pense que tout le film est un peu là-dedans. T'as vraiment cette sensation-là. C'est d'ailleurs un peu bizarre que Pierre Rissian est peut-être assez symptomatique qu'il n'aime pas trop Hitchcock, parce que moi j'ai beaucoup pensé à Vertigo en voyant le film, dans le rapport d'un homme, de ce qu'il projette sur une femme qu'il a envie de conquérir, qu'il conquiert, qu'il ne peut plus aller plus loin une fois qu'il l'a conquis. Il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, à part le fait que je pense que Rissian était plus un consommateur, alors que Hitchcock était plus quelqu'un qui était consumé par quelque chose. C'est beau. Donc le 5 à la peau qui sort en coffret, en beau coffret chez Carlotta. On se quitte avant de vous dire au revoir avec un extrait justement du film. Une petite annonce pour vous annoncer, si vous n'êtes pas encore au courant, qu'il y a donc les Comptoirs du Doc qui fête ses 20 ans. Ça a déjà démarré. Bon anniversaire. Si vous nous écoutez en direct. Et sinon, c'est encore jusqu'à samedi soir. Donc on sera le 16. Beaucoup d'activités autour de la parcheminerie. Vous écouterez les pubs sur Canal B qui vous expliquent très bien tout ça. Et joyeux anniversaire à Comptoir du Doc, donc, et ses 20 ans. On se quitte justement avec un extrait de 5 et la peau. On peut juste signaler que le 1er juillet, il y a le 3e film du dimanche soir qui sera donc Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Donc ça sera à l'Arvor, c'est toujours à 21h15 ou 21h30. 21h15. 21h15, le film du dimanche, voilà, et ça sera à l'Arvor, Les Dents de la Mer. Merci Antonin d'avoir répété cette information. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site de Canal B et sur YouTube et sur les réseaux sociaux. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés. Ciao. Des bisous. Manille est une ville de jeunes filles. Elle a leur douceur. Plus qu'ailleurs, on peut y être épris de l'esprit d'amour. Épris de l'esprit d'amour. Mais de crainte de briser la cuirasse de ma frigidité émotionnelle, je devais avoir la force de ne pas transgresser les lisières de l'amour courtois. Je ne sais pas votre nom. Yvan. Yvan. C'est très ancien. Yvan et Ariel. Pour m'aimer, vous n'avez que des jours, peut-être des semaines. Pas toute la vie aussi? Je ne crois pas. Vous m'auriez caressé? Et vous n'auriez rien dit? Vous auriez accepté? Peut-être. Je crois que oui. J'aimerais rouler avec vous toute la nuit.
très loin, de l'autre côté de la frontière. Laquelle? Les douaniers diraient « C'est vous, madame ?» Ils parleraient dans leur langue et je répondrais en français tout doucement, rien que pour vous. « Oui, je suis madame Yvan. » Et je ferai toujours la même réponse, pour vous seul. Et à chaque douane, je serai une femme nouvelle avec des lèvres neuves. Je lui intimais de se taire. Écoute ton cri à l'intérieur de toi. Écoute ton cri au-dedans, que nous soyons seuls à l'entendre. Ne crie qu'en toi. Ne crie rien que pour nous. Je suis en toi pour t'écouter. Avec toi. Je lui intimais de ne pas fermer les yeux. Par tes yeux aussi. Je veux te connaître. Je veux te voir jouir. Dans ton regard. Je veux que par mes yeux, tu t'entendes crier.